J'ai le droit aujourd'hui. J'ai le droit de prendre un cidre. Bon, bah, super. OK. Allez, on commence. Ouais, je Je dois vous commence. accepter Allez. des personnes. Tu le vois là, le truc? Oui, je vois. Voilà. Bonsoir, chers amis. Alors, l'ASFTAC poursuit son cycle de webinaires nous remercions donc Monsieur Bourak qui va donc nous faire une présentation sur la cybersécurité et la géotechnologie. Et avant, un petit mot sur l'ASFTAC. L'ASFTAC est la Société française de technologie pour l'autonomie et de géotechnologie. C'est une société savante, bien entendu, concerne aussi donc l'espace francophone. Quels sont donc les... Ah, ça met du temps pour passer. Ah. Quelle est notre approche? C'est apporter un regard d'expert sur les questions du vieillissement et du handicap via les technologies. C'est aussi interpeller les parties prenantes sur la fracture numérique et proposer une vision éthique sur ces questions. Nos missions. Mise en place d'une passerelle entre... Oh bon, ça va, hein. Non, mais c'est bon. On a l'habitude. Par contre, tu sais, Damien, si tu arrives tôt, j'ai plein de choses à te raconter. J'ai fait une visioconférence avec l'ARS, le Grand Est. J'ai pensé à toi. Hein. Ils m'ont sollicité pour avoir leur avis sur les casse managers. J'ai donné ton nom, ton adresse mail en tant que directeur des prochaines conférences. Donc, quand tu seras stable au point de vue du boulot, tu me le dis. Comme ça, bah, tu le diras à ton directeur régional. Ah, Monsieur le Président, je vous invite sur la résidence de Creil ce vendredi après-midi. En tant que président de la SFTAG, j'aurai mon DR qui sera là, j'aurai un député, j'aurai l'adjointe au maire. On fait une table ronde sur l'EHPAD et la prise en charge du grand âge. Ah, c'est vendredi celui-là, là, non? Oui, c'est vendredi. Oh là là, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, mon frère? Ouais, on l'a su au dernier moment, on l'a su vendredi. De quelle heure à quelle heure? 14h, 16h30, grosso modo. Oh, je ne serai pas là. Non, bah, je sais. Non, mais c'est pas grave. Tu me l'aurais dit. T'imagines, ça aurait été bien pour toi. Non, mais c'est le 13 mai, hein, vendredi 13 mai. Ouais, t'inquiète, ils nous ont prévenus à l'arrache, on va être les premiers de France à le faire. Et là, j'ai plié une de mes collègues. Elle m'a fait, oui, mais attends, on n'a même pas un mois on a un mois pour s'organiser à peine. Je dis, mais pourquoi tu crois que j'ai pris la première date, la toute première date? Parce qu'en fait, comme les délais étaient déjà très courts et qu'en fait, je vais avoir des délais plus courts, je vais faire l'étalon de FOF, en fait. Et en fait, voilà, c'est bien. Si j'ai pas des personnes en fait derrière, et ben en fait, ils pourront rien dire. Mon frère Damien, non, mais on m'avait prévenu. Tu sais quoi? Non, mais avec mon regard détaché et le fait que tu sois trésorier, mais je ne dirais pas trésorier, je dirais directeur de la communication, je t'aurais mis en avant PA et j'aurais été objectif. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun centre d'intérêt avec toi. Ah, c'est dommage. J'ai dit à mon directeur. 14h30, 16h30. Ouais. Enfin, c'est 14h, 16h30. Non, mais t'inquiète pas, j'ai dit à mon directeur que moi, je participerai pas en tant que directeur, mais en tant que membre de la SFTAG. Voilà, très bien. Et parce que j'ai déjà d'autres collègues directeurs d'EHPAD et lui sera là en tant que DR et ancien directeur de cette structure-là. Et moi, je prendrai ma casquette SFTAG, justement. Vous faites ça en vision ou en présence? En présence. Ah, bon, bah, ça sera pour la prochaine fois. T'as un truc comme ça? Pardon? Je vais admettre tout le monde là, de la salle d'attente. Ouais, vas-y. Voilà, vas-y. Bonjour à tous. Alors attention, Damien, j'ai un ami qui s'appelle Monsieur Abdi. C'est un spécialiste de la cybersécurité. Hein. Attention. D'accord. Ouais. Il nous fait l'amitié d'être là. Il vient d'Afrique, hein. J'irai précisément. C'est ce qui est bien avec la visio. On peut avoir beaucoup de monde derrière. Et je dirais, il n'y a plus de frontières à venir pour un rendez-vous. Est-ce que c'est normal que moi, j'ai tout de suite. Est-ce que c'est normal que ça mouline pour certains pour la connexion? Mandal, en effet, sa connexion pour l'instant n'est pas encore. Mais c'est pas chez nous, hein, c'est de chez eux. Voilà. C'est vraiment très individuel la connexion de ce point de vue-là. On peut pas.
je dirais, on ne peut pas forcément faire grand-chose. Après, suivant si elle est sur un ordinateur, un téléphone, Ouais, le micro est bien sûr, connecté, pas connecté. bien sûr. Est-ce qu'elle a du réseau? Voilà, on sait que souvent, on a certains de nos collègues et confrères qui participent Ouais, en visio sur la route et c'est un peu plus compliqué pour la connexion derrière. bien sûr. Ah, tu vois bien l'écran là, hein, Société française Oui, de on gérontologie. voit parfaitement l'écran. Super. Ah, en fait, Oui, je te vois bien. la présentation que tu avais faite, elle datait de l'ancien CA. Regarde tout en bas à gauche. Présentation SFTag, 4 avril Ah ouais, je vais le changer, je vais 2021. le changer. Je vais le changer. En fait, T'as elle raison. date vraiment de 2021. C'est juste qu'en fait, ça fait un an qu'on a la Non, présentation. j'ai changé la date, regarde. J'ai Ouais, j'ai vu changé. avril 2022. Voilà. Et là, c'est bon, là, avril 2022, c'est bon? Ouais, c'est bon. Et dès qu'on atteint 30, là, il est 19h20, on a le temps, hein. Dès qu'on attend, on Oui, attend oui, 19h35, dès qu'on arrive à 30, on y va. J'ai arrosé tous mes étudiants, mes amis, etc., hein. oui. Ok, super. Et donc, sur la structure, tu as combien de Théo, là? Ça va? 87 sur 95. On Ah va oui. avoir Ah, tu des as baissé un entrées. petit peu. On va avoir des entrées. Oh non, mais on va avoir des entrées derrière. Il n'y a Ah, pas de c'est souci. super. Bravo. Tenez, monsieur Bureau. Bravo. Merci, monsieur le directeur. Vous êtes un homme parlant. Je suis encore là. Ne bougez pas, je suis en train de me baisser. Ne vous inquiétez pas, je fais pour vous. Gestion de la cigarette pour éviter le feu en EHPAD. Damien, demain, avant notre réunion dans l'association, je Oui, viendrai avec mon ordinateur pour que tu m'expliques les fonds d'écran, que ce oui. soit SFTag ou autre. Oui, D'accord? bah, tu vois, j'ai changé d'ordinateur et j'ai pas faut que je récupère l'ancienne image de Dimitri. Ah ouais. Alors, tu sais que moi, tu te rappelles la dernière réunion qu'on a eue là chez le directeur, M. Boulemia, Mhm. euh, comment dirais-je, j'avais cassé mon ordinateur, j'en ai acheté un autre, hein, tout neuf. C'est le top, hein. C'est le top. Ah bah monsieur Savary vient de se connecter. Ah, bonsoir, bonsoir, M. Savary. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Super. Bonjour, Bonsoir. bonsoir, ouais. Je vois qu'il y a le docteur Miri, Damien. C'est un professeur et médecin à Tunis. Bonsoir D'accord, Faïma, on vous voit bien. Faïma, c'est notre délégué des étudiantes en formation continue. d'accord. Voilà, super. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir Faïma, Je, merci d'être là, hein. Bravo, bravo. je vais Et couper voilà. la Ah, caméra et le il n'y a micro. pas de souci. Plaisir de vous voir. Alors, tout On, à l'heure, on Damien, est on sur va un temps prendre une informel. photo. Vous Ouais, pouvez tout à fait, je dirais, laisser votre micro et votre caméra, hein. On n'a pas encore démarré pour l'instant. mm. La Oui, piste. oui, mais bon. Alors, tout à l'heure, Faïma, Damien va Oui. prendre en photo les participants. Ah, c'est pour notre site. Donc, il vous demandera. Salut Comment? Christophe. J'ai pas On entendu. va prendre une Oui, petite Faïma, photo. En je fait, je fais disais un Oui. imprimis-écran avec que le nom. notre trésorier et directeur de la communication, Damien, va nous prendre en photo. C'est-à-dire, va prendre en photo l'impression écran, donc il vous dira d'actionner votre caméra. D'accord, ok. Là, je la coupe pour Docteur l'instant. Miri, vous êtes là, professeur? Est-ce que vous m'entendez, professeur? Ah, salut Christophe. Bonjour, pour une fois ça marche chez moi, c'est un Ah, miracle. voilà. Bouge plus. Je ne bouge Ah, plus. on Bonjour s'appelle Damien, demain, bonjour hein. à tout le monde. Bonjour Demain matin, on Bonjour Christophe. s'appelle, hein. Jean-Pierre, Christophe, hein. content de te voir. Tu vas bien Abdelaziz? Très, très bien. Et toi? Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon. Les choses continuent de ce que j'avais dit à la réunion Ouais, du bureau, Ouais. ça avance, ça J'allais te progresse. demander comment va Bebop. Bebop avance. Je suis en plein test actuellement pour valider beaucoup de choses et ouais, notamment voilà, des comportements, des process. Ça fait plaisir. Je suis dans le dur, donc c'est très, très bien. J'apprends beaucoup. c'est bien. J'apprends beaucoup. Donc, j'essaie toujours de Oh, rester l'arme au pied. bien sûr, bien sûr. Voilà. Monsieur Abdi, est-ce qu'il m'entend? Non, c'est pas grave. Est-ce que le professeur Miri, docteur Miri, peut-être, Alors, c'est vrai que, alors, le- Christophe et Damien, le docteur Miri, est professeur à l'hôpital de Tunis. D'accord. D'accord? alors, Très bien. le C'est des docteur Méry, en spécialistes. Bonjour. fait, a coupé sa caméra, mais surtout n'a pas de micro. Donc, il doit très certainement être connecté depuis un ordinateur professionnel.
Ah ouais. J'ai le même souci, je n'ai pas de micro sur mon ordinateur. Donc, en Ouais. fait, Monsieur Miri nous voit, mais malheureusement, ne peut pas communiquer avec nous. Ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Christophe, tu sais que j'ai changé d'ordinateur. Je suis un homme heureux. Voilà, Ah, un homme nouveau. Tu peux pas t'imaginer. Non, mais bonjour. Et puis, j'ai pris un HP, tu sais, à Hewlett Packard. Il est très, très oui. bien, hein. Franchement, Bon, écoute, Ah, c'est bien parce que c'est vrai que tu avais pensais que aussi c'était quelques. les boissons protéinées que tu avais pris en HP. ouais. Tu avais eu quelques légers soucis, je sais. Ouais. Voilà. Et je vais vous envoyer à Damien, Dimitri et toi, je vais vous envoyer la présentation que je vais faire après, entre Ouais. nous. D'accord. Ah oui, hein. On a une présentation de 1 quart d'heure, 20 minutes, c'est ça, Christophe? Après, Oui, la oui, un quart réunion, d'heure hein. entre nous Ouais, pour super. préparer la suite. Je vais vous l'envoyer. Ouais. Et on s'appelle demain, nous, Christophe, hein, pour Et faire on un petit s'appelle point. demain, Voilà. plutôt demain Je après-midi, n'ai si même c'est pas eu le temps de possible. te répondre, Non, Christophe, d'ailleurs. demain après-midi, je ne pourrais pas, notamment mercredi. Mercredi. Mercredi alors, ok. Ça marche parce que. Bon, pendant que j'y suis, je remercie mes étudiants, là. Je vois, là, c'est des étudiants en formation continue. Hein, je vois Sarah Boutry, Sarah Charnot. Damien, est-ce que tu vas aller à la journée porte ouverte du directeur, M. Boulémia, le 20 Je vais essayer. mai? J'ai Hein? j'ai pas encore pu, comment dirais-je, caler. Tu sais ce que je pense, moi, dans l'optique de l'analyse concurrentielle, benchmark, je pense que ça serait Ouais, bien que tu y ailles. ouais, je sais ça. Si tu peux, hein. Autrement, si tu vas, tu me le dis, j'irai, hein, moi, hein. Ouais, puis même, ça me fera plaisir de revoir Mustapha. Donc, au Ouais, contraire, exactement. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous avez vu, hein, il fait chaud, hein. Oui, J'espère que ça ne va pas annoncer une canicule pour l'été, hein. ça, Ça, c'est bien possible. Ouais, ça se fait bien en place, hein. ouais, je suis bien d'accord. La semaine prochaine, là, pendant 10 jours, là, il fera une trentaine de degrés sur Grenoble. Ouais. Ça va être sympathique. Bah, mais vous, Grenoble, vous n'avez pas de bol, vous êtes une cuvette, hein, alors. Donc, je vais te dire Ouais. que dès qu'il commence à faire chaud, c'est la marmite, hein. La célèbre cuvette. Mais je suis un petit peu à l'écart, hein. Je suis à 15 km au sud. Ah, Donc, bah, je tant suis mieux. face entre deux massifs, la Chartreuse et l'Oisan. Donc, Ouais, je suis pas trop mal loti. ouais. Bonjour, bonsoir, Sabriana. Voilà. Votre micro, votre micro. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Sabriana est l'une de nos étudiantes en formation continue, hein. Oui, c'est Et ça. voilà. Les Enchantée. managers, futurs directeurs. Ça rigole pas là, hein. Bon. Vous avez déjà un stage, Sabrina, ou pas? Non. Non, non. Tu as besoin de stagiaires, Damien? Je suis en train de réfléchir pour une projection plus 2023. D'accord, bah, tu m'en parles avec grand plaisir, hein. Je pourrais t'en envoyer, hein. Oui, bah, dès que j'ai finalisé mon projet, je sais que tu me trouveras quelqu'un, hein. On a envoyé déjà 4 à Mustapha Boulemia. Je ne suis pas inquiet du tout là-dessus. Ouais. Je Je vais appeler monsieur Bourac, hein, parce qu'il est quand même 28. Alors, oui, Hein, Monsieur Bourac m'a dit justement qu'il pourrait se connecter, mais vraiment au dernier moment. Ah bon, bah alors d'accord, alors je le relance pas. Et voilà, il m'a passé un petit texto. Ok. Ah, bonsoir Cindy. Cindy, ah mince, je vais écouter Cindy, son notre micro geek. par réflexe. Voilà. Ça y est, Cindy, j'ai c'est activé la le micro. geek de la SF Tax, Sabriana, hein, Faïma, hein. Voilà. Ah oui, alors là, ça rigole plus, hein. Là, on reçoit maintenant des mails automatiques. Je me suis inscrit, hein, Cindy, hein. Oui, Vous oui, voyez, j'ai hein. vu. On a eu Les 28. étudiants aussi, hein, ils se sont tous Ouais. inscrits, hein, Oui, en j'ai force. vu. On a 28 inscriptions là. Ah, ouais. Sans compter Bravo. que ceux qui vont être présents sans s'inscrire, hein. Sachant qu'en plus, on était en vacances. Donc, En plus, ouais, c'était c'est vrai. vacances, donc voilà. Voilà, très bien. Et on a nos inconditionnels comme M. Savary qui te remercie, hein, il est toujours là, hein. Bravo. Oui, Hein. il s'est connecté, il a pu se connecter et je l'en remercie. Et j'espère que les tutoriels ont pu l'aider pour l'inscription la dernière fois, ce qu'on a mis en place. Et son micro est fermé. Oui. Cindy, je vais te présenter un ami. C'est Oui. un spécialiste international de la cybersécurité. C'est un bon, lui, hein. C'est M. Abdi. Voilà. D'accord. Ah, Ok. tout à l'heure, j'espère qu'il va pouvoir ouvrir son micro et sa caméra. C'est un bon, lui, attention, hein. Et il est en Afrique.
D'accord. Et tu vois, pour l'aspect francophonie, Christophe, on est en plein dedans. Hein. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Voilà. C'est un champ qu'il faut absolument continuer à ouvrir Ouais, pour, exactement. pour étendre la culture et pour qu'on apprenne nous aussi. On a tous besoin d'apprendre. Ouais. Et Cindy, tu sais, je ne suis pas encore allé sur le site. J'espère que, c'est une question, on en parlera tout à l'heure, la prochaine, ou demain, tiens, faudra qu'on se voit cette semaine, Cindy. J'espère que Damien que tout est enregistré. Oui. Cette semaine, je vais faire une présentation chez Microsoft. Voilà. Bon, alors, on fait ça la semaine d'après. Ouais. Juste une question, mes amis. Hein, Damien, Cindy, hein, parce que Dimitri n'est pas là et Léa non plus. J'espère que, parce que mes amis me demandent, là, j'étais à l'ARS du Grand Est, ils me demandent tous si les vidéos de nos webinaires sont sur le site. Damien, il faut qu'il me fasse les fiches. Ouais, je suis à la bourre. Je le sais. C'est urgent, mon cher Damien. Urgent, Et urgent. qu'il me fasse les 3 fiches d'avance pour les 3 webinaires suivants. J'ai aussi. vu ton message, mais je crois que je ne l'ai même pas lu. J'ai même pas le temps de le lire en plus. Ouais. Moi, j'attends que… Tu pourras faire ça, Damien, s'il te plaît, demain ou ce soir. Ouais. Parce que même à la limite plus ce soir, parce que Recording in progress. le docteur Abad. Le docteur Abad. Attention, ça rigole plus là. pour les coups. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si je vous le dis, le docteur Abad est sur un projet de cardiogériatrie à l'hôpital de Dreux. Il est membre de l'SFTAG. Hein, et travaillera avec le docteur Olivier Loulet-Dior sur le département médecin et gérontologie. Bravo. Tu vas bien? Dimitri, bonsoir Dimitri. Bonsoir à tous. Bonsoir Dimitri. Merci. Dimitri. Christophe. Ah, mais j'ai pas vu Sarah. Bon, Damien, tu me piques pas Sarah Charbonneau. Hein. Elle est déjà, c'est la stagiaire qui vous tape pas boulémia. Hein. Attention, Sarah. Hein. Si Damien vous débauche, vous dites non. Attention, hein, c'est un grand commercial, lui. Hein. Mustapha est pas mal dans le genre aussi. Ouais, non, mais toi, tu es quand même. Je connais tous les deux. Je vous connais tous les deux. Hein. Toi, je me méfie quand même. Hein. Que j'ai très apprécié son adaptabilité. Ouais, c'est vrai. Le CHU. J'ai très, très apprécié. Alors, Yasmine Boumenir, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Je vais te présenter. C'est une amie qui est enseignant-chercheur. Hein, bonsoir tout le monde. Salut Yasmine, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça me fait très, très plaisir que tu sois là. Alors, oui, c'est quand même. Alors, mes amis, Yasmine est enseignant-chercheur hein, dans la santé, biologie, etc. Biotech, hein. Attention. Hein. Bon. On attend encore 3 minutes, hein, et puis on commence, Damien. Oui, pas de souci. Alors, je vais remercier aussi Jean-Christophe, qui est aussi l'un de mes étudiants, qui est là, un manager, un directeur d'établissement aussi. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Christophe. Bonjour. Voilà. Ça va, vous allez bien? Merci d'être présent. Hein. Je vais bien, merci. Content d'être avec vous. Et pareil, mon Damien, j'appelle Hicham Bourak. Hein. Oui, il m'a dit qu'il serait tout juste. Hein, ouais, mais bon, là, il est quand même 35. Hein. Tu connais ma… Hein, c'est… Ah mince, quand j'écris un truc. Une qui n'est pas coiffée. Je vais mettre en muet. Alors, petit rappel, je vais mettre en muet tous les participants. Voilà. Et également, améliorer la si vous levez la main, n'hésitez pas à le dire dans le chat avec l'option lever la main. Et n'hésitez pas non plus à mettre les commentaires directement et vos questions dans le chat. Comme ça, je vais pouvoir tout reprendre et je dirais poser les questions par la suite. Hop, moi, juste, j'ai une information pour Dimitri. Hein. Dimitri, ça s'est très, très bien passé à Charleville-Mézières. Hein.
Bon. Bravo, félicitations. Ouais, c'est- Intervention. Ah ouais, mais vraiment, Alexandrine, très très bien, hein. Vraiment, sur la forme et sur le fond. On a été bien accueillis par la directrice de l'hôpital Bel Air. J'ai échangé avec certains des intervenants qui te connaissent tous, hein, notamment les intervenants belges, hein, qui ont déjà travaillé avec toi, hein. Bravo pour cette activité. Je te remercie de m'avoir mis en relation, hein. Moi, je vois pas le chat dans la barre de menu en bas là. Alors, pour aller dans le chat, en fait, il faut aller dans discussion, discuter. Tu as un petit Ouais, pictogramme avec une sorte de bulle et tu as le texte juste à côté, discuter. d'accord. Attends, je cherche. Normalement, c'est en bas, hein. Allô? Tu sais, là où il y a là où tu peux allumer ton micro et Ouais. ta caméra. On est Ouais, sur la ça y barre est, là. j'ai trouvé, mais il faut le savoir, hein. Oui. Et il y a réaction à côté, réaction. Damien, tu peux renvoyer le lien Zoom à Hichem C'est Bourak, ça, s'il te plaît? instant, c'est ce que je tapais Ok. sur mon téléphone. Alors, tu lui as envoyé, c'est bon? C'est bon, c'est fait. Super. Alors, chers amis, en attendant Monsieur Bourak, juste un petit rappel, hein. C'est pourquoi l'intérêt de cette présentation? Parce que vous savez que maintenant, avec les virages numériques, hein, et l'arrivée des nouvelles technologies dans notre secteur, hein, de la santé en général, de la gériatrie et gérontologie en particulier, eh bien, a amené tout simplement à nous poser des questions sur l'éthique, certes, mais aussi sur la sécurité des données. Et c'était important, et c'est pour ça que j'ai échangé avec M. Bourak, qui est un ami, et je lui ai demandé s'il pouvait nous faire donc une présentation sur la cybersécurité et la gérontechnologie. Pourquoi? Ça part d'une anecdote. Il y avait un général américain qui s'appelait Dick Cheney. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, pendant la guerre Irak-États-Unis. Et M. Dick Cheney avait un pacemaker. Donc, c'était une personne âgée, puisqu'il avait 90 ans. Et vous avez eu des hackers, je ne sais plus de quel pays, qui ont essayé de déconnecter son pacemaker, hein, pour provoquer la mort, bien entendu. Alors, vous voyez, comme quoi, ce n'est pas une question anodine, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle une question qui a tout son sens. Parce que, bon, là, j'étais dans l'extrême, hein, mais demain, on n'est pas à l'abri de personnes, des fous dangereux, hein. Donc, dans le meilleur des cas, je dirais, de capter des données. Ah, voilà. Bonjour, Monsieur Bourak. Bonjour, cher ami. Bonjour. Ça va? Bon, j'étais en train de justifier ta présentation, hein, en parlant justement de la sécurisation des applications que nous utilisons pour nos personnes âgées dépendantes. Et j'ai donné l'exemple de Dick Cheney, qui avait pacemaker et que des hackers ont voulu détourner, arrêter pour lui provoquer la mort. Donc, comme quoi, alors là, je suis dans l'extrême, hein, nous, c'est bien entendu pas ça, mais c'est tout simplement la sécurité des données, surtout, hein. Voilà, donc on va commencer le webinaire. On peut y aller, on est 30 là, hein. On peut y aller, Damien? On peut y aller. Voilà. Donc, bonsoir, chers amis. Donc, la SFTAG poursuit son cycle de webinaire. Je voudrais vraiment remercier d'abord les membres de la SFTAG, hein, Cindy, notre geek, hein, qui est aussi responsable du secteur handicap. On a Damien, le trésorier, Léa, la trésorière adjointe, Dimitri, qui est notre secrétaire général adjoint, notre membre du bureau, Christophe. Et je voudrais aussi remercier tous mes amis comme Yasmine Boumenir, donc le docteur Moussa Abdi, qui vient d'Afrique, hein, d'Algérie précisément, hein, le professeur Miri, qui est de Tunisie, et tous mes étudiants en formation continue, hein, qui sont tous des managers, des directeurs d'établissement, que ce soit sanitaire et médico-social. On a aussi des personnes comme M. Savary, qui est présent, qui est quand même notre, je dirais, notre fidèle, hein, puisqu'il est souvent là, hein. Et bien entendu, j'aimerais aussi remercier l'ensemble des participants qui nous soutiennent et qui sont là toujours. Et
et qui nous écoutent. Alors, avant de laisser la parole à notre conférencier, M. Bourac, et pour le présenter en quelques mots, je vais vous présenter ensuite la Société française de technologie. Alors, M. Bourac est président de Ximanisa, qui est une grande association qui, justement, verse dans la santé et en l'occurrence, dans tout ce qui concerne la cybersécurité, le partage de data, il vous expliquera ça mieux que moi tout à l'heure. Il est aussi fondateur de plusieurs sociétés, mais surtout expert reconnu comme tel, donc de la cybersécurité, puisque il est aussi expert auprès du ministère, puisque j'ai le bonheur et la joie de faire partie de certains groupes de travail avec lui. Mais avant qu'il fasse sa présentation, très rapidement, qu'est-ce que la SFTAG? Alors, la SFTAG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société savante, c'est la Société française des technologies pour l'autonomie et de géotechnologie, qui concerne le territoire français, mais aussi l'espace francophone. C'est important, d'où l'intervention d'Ami. Alors, quelles sont nos missions? Alors, c'est la mise en place de passerelles entre le monde académique, le monde économique et, en France, bien entendu, dans l'espace francophone. D'accord? Et ça, c'est important. On a créé des départements. Alors, le premier, c'est le département médecin et technologie. Le deuxième, c'est le département géronto-économique. D'ailleurs, il faut qu'on se parle demain, il faut qu'on s'appelle absolument. On accompagne nos partenaires dans l'évaluation de leur dispositif. On a par exemple Christophe qui s'occupe de tout ce qui est SAD, certains des EHPAD et hôpitaux, et surtout, on anime des passerelles entre notre pays et l'espace francophone. Notre approche, c'est simple, c'est d'apporter un regard d'expert sur le vieillissement, quel qu'il soit. On dit senior, et aussi ce qu'on appelle des personnes en grande dépendance. On interpelle aussi les parties prenantes sur la fracture numérique, et surtout, on propose une vision éthique de la prise en charge pour des personnes âgées en grande dépendance. Pour terminer, vous avez là, bien entendu, toute l'équipe, avec Cindy, notre geek responsable du département handicap, Damien, qui est notre trésorier et directeur communication, Christophe, qui est membre de notre bureau, Dimitri, qui est aussi directeur de la communication et secrétaire général adjoint. Nous avons Guylaine, qui est la vice-présidente, Bernard, qui est membre du bureau d'Escargue, Christine, Rosen, et enfin notre Léa qui vient de nous rejoindre comme trésorière adjointe. Donc, je laisse la parole maintenant à notre ami Hicham Bourac qui a suscité la curiosité puisque le professeur Miri ainsi que le docteur Abdi Moussa et d'autres nous ont rejoints parce que c'est quand même un thème majeur, un thème qu'on utilise peu, surtout en géotechnologie. Est-ce que tu aurais la gentillesse, Hicham, de te présenter rapidement en tant que président de Ximanisa, qu'est-ce que ça fait, et puis la nouvelle société que tu viens de créer. Merci beaucoup, Abdelaziz, de l'invitation. Un immense merci de ta confiance et de tout ce que vous faites avec toi et ton équipe et tous les enjeux que vous défendez becs et ongles et sur lesquels vous projetez avec une approche très, très, très disruptive, mais avec non pas un hashtag, mais vraiment une approche très orientée usage. Donc Hicham Bourac, donc je suis cofondateur de Ximanisa et de Lumouzi, donc c'est avec les mêmes cofondateurs. Donc on agit sur tout ce qui est ville durable et en particulier sur la partie santé, e-santé, et le I pour l'inclusion, pour l'innovation, pour l'impact et pour l'interopérabilité. Et l'interopérabilité pour nous, elle est tant humaine que technologique. Elle est surtout humaine d'ailleurs. Et elle se prépare, c'est ce qu'on appelle modèle collaboratif, mutualisation ou autre. Et c'est d'ailleurs une des dimensions qu'on va voir là, lors de l'intervention. L'interopérabilité, elle est très importante dans la dimension justement de cybersécurité. Je suis aussi membre avec Abdelaziz du Conseil de la e-santé, avec lequel on pilote un groupe de travail sur la cybersécurité au niveau e-santé, au niveau du campus digital. Voilà, et on travaille avec Abdelaziz dans des groupes du travail, donc Conseil numérique de la santé, au niveau du médico-social en particulier. Et on collabore sur des projets internationaux et au plaisir d'échanger avec ceux qui souhaitent nous rejoindre là-dessus. Donc, si vous me permettez, je vais commencer dans le vif du sujet, partager l'écran, la petite présentation. N'hésitez pas
à challenger la clé. Alors, voilà, normalement, on va y aller. Voilà, elle est là. Excusez-moi, je vais vous enlever la barre, parce que sinon, c'est pas sympa. Et le diaporama. Et autant aller au début. Voilà, on commence. Donc, interopérabilité exigée, sécurité des données, un mariage d'amour et de raison. Donc, l'idée, c'est de mettre ça en perspective et en prospective. Les deux doivent être pertinemment liés. Donc, on doit agir sur les 3 temps, sur plusieurs dimensions lorsqu'on parle de cybersécurité et d'approche sécurité. On est sur 3 temps, on est sur plusieurs espaces géographiques, entre guillemets, plusieurs types d'écosystèmes. Si on n'a pas ces approches-là, on a des angles morts. Et lorsqu'il y a des angles morts, il y a des failles. Et lorsqu'il y a des failles, on est attaqué, on est souvent attaqué sans le savoir. Ce qui pose problème tant d'un point de vue économique, sécuritaire et sanitaire. Là-dessus, l'interopérabilité, c'est une des dimensions vraiment les plus importantes dans le domaine du numérique, comme vous le savez. Et cette partie-là est pour nous un enjeu crucial. L'interopérabilité, donc, on peut l'appeler chef d'orchestre, on peut le considérer comme une sorte de chef d'orchestre de nos solutions, de nos écosystèmes, donc de tel SIH, tel système d'information hospitalier, de tel EHPAD, tel SIH ou tel système d'information peut-être d'une OG, d'un organisme gestionnaire qui, lui, va piloter au niveau du réseau d'EHPAD qu'il gère, l'interopérabilité entre les différents établissements, etc. Donc, il y a le côté chef d'orchestre, mais aussi une côté zone de libre-échange. Donc, on peut même appeler à l'heure actuelle du niveau de maturité des systèmes d'information, de notre niveau de compréhension des enjeux. C'est un monde on est en pleine révolution, donc on ne le maîtrise absolument pas. En fait, c'est une zone souvent de non-droit au niveau des données, parce qu'on n'est pas informé. C'est toujours une question de référentiel. Si on n'a pas l'approche référentielle, on est encore sous l'emprise justement de ceux qui maîtrisent les référentiels, souvent les pirates informatiques ou les entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, les industriels qui sont là pour nous aider et nous aiguiller. Mais pour être les plus efficaces en termes de collaboration avec des professionnels de la cybersécurité, il faut que les parties prenantes, les clients, les 10 clients, co-construisent l'approche de solution. Il ne faut pas qu'ils attendent le sauveur. S'ils attendent le sauveur, ce sera une solution qui va être implémentée from scratch et qui ne sera pas, c'est comme une greffe, elle ne sera pas spécialement compatible avec l'ADN et le système immunitaire de l'établissement. C'est extrêmement important, l'approche de co-construction. Ceux qui vendent, les professionnels qui vendent des solutions miracles, qui vont arriver sans approche de co-construction, d'échange pour vraiment personnaliser l'offre, c'est des professionnels, certes, mais il y aura des angles morts, il y aura un problème. Il y aura des problèmes qui vont arriver assez rapidement. Donc, il y a différents niveaux. Là, vous pouvez voir au niveau des dimensions. Donc, l'un des éléments très importants qui a été mis en place en France dernièrement, c'est le fameux cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Après, là-dessus, ça parle chinois ou pas, selon ceux qui parlent le chinois informatique ou pas. Donc, HL7 CDA, HL7 FHIR, DICOM, profil IHE, etc. Les différentes normes. Tous ces éléments-là, on doit s'y intéresser. Et non seulement les responsables informatiques des établissements hospitaliers, des EHPAD ou des organismes gestionnaires, mais également les responsables, les décideurs. Pourquoi? Parce que les décideurs ont certaines clés de lecture et d'expression. Le spécialiste informatique a certaines clés d'expression. Vous devez absolument synchroniser. Si vous ne synchronisez pas, en fait, l'interopérabilité humaine et managériale ne sera pas faite. Ce qui fait que l'interopérabilité technique ne sera pas efficiente au maximum, entre guillemets. Et là, encore une fois, on aura des angles morts, il y aura un gap et on aura encore des écarts et on va se retrouver dans des galères pas possibles. Donc, vous avez les différents niveaux d'interopérabilité, le juridique, donc tout ce qui est cadre réglementaire et l'administratif, etc., l'organisationnel, donc le management, le côté sémantique, la partie sémantique, syntaxique. Là-dessus également, on sait bien les mots, le sens, les champs lexicaux, les cahiers des charges qu'on peut mettre en place ne veulent pas forcément dire la même chose et il faut vraiment travailler dessus. On a pu le voir lors des groupes de travail du CNS au niveau des syllabus et au niveau des terminologies qu'on devait utiliser pour éviter justement qu'il y ait une dissonance entre ce que nous comprenons de ce que nous écrivons et de ce qui est perçu par nos interlocuteurs et le côté technique.
également qui vient en dernier là-dessus, en dernier lieu, mais qui en réalité ne vient pas vraiment en dernier lieu. Tous ces éléments-là doivent être gérés de manière transversale. C'est là qu'on voit quand même la difficulté de gérer tout ça et de se coordonner à ce niveau-là. C'est là qu'on voit vraiment la difficulté. Parce que tous ces éléments-là, qui va dire qu'un avocat ou que le responsable juridique va discuter avec le geek de l'EHPAD ou de l'OG, le directeur technique, le DSI, ou bien avec le manager, ou même avec l'équipe de ceux qui vont utiliser certains PC qui peuvent faire partie des professionnels soignants ou des aidants. Si on n'a pas ce côté communauté, une approche équipe, vraiment où on s'implique en tant d'équipe, on n'aura pas une approche efficace. Il suffit qu'un seul service ne soit pas au fait de la discipline collective et l'ensemble de l'écosystème est mis en danger. Il suffit qu'une personne amène une cafetière connectée pour faire bon effet, pour donner du café, pour s'amuser, etc. Il y a les mises à jour, mais 6 mois après, elle n'est pas vraiment utilisée, ou les mises à jour n'ont pas été utilisées, et boum, l'établissement est piraté. Le problème, c'est que le DSI n'a pas été informé, que ça n'a pas été remonté, qu'on n'a pas mis ça dans un registre comme quoi on a un équipement connecté qui est arrivé. Ah, mais c'est une cafetière, oui, mais elle est connectée. Donc, tout ça fait qu'on se retrouve avec des problématiques qui peuvent être dramatiques. Donc, de la dosette Wattles à un bug qui nous fait dire que Georges Clooney, on a envie de l'appeler en urgence. Mais ce n'est pas lui qui va nous aider là-dessus, c'est plutôt nous et notre approche proactive et surtout avoir une veille là-dessus assez sérieuse et assez paranoïaque au départ pour bien mettre à jour les équipes sur l'enjeu, les dangers que ça représente, les enjeux que c'est et la concentration, l'implication qui est nécessaire. Si on part sur le côté poétique où c'est facile, la sensibilisation, c'est pas grave, c'est rien, c'est pas vrai. Il faut vraiment avoir l'approche où on responsabilise les gens, ayant de l'ambition au niveau du management, c'est pas évident, mais ayant une ambition sur l'adhésion. Chacun a des urgences, vous avez des calendriers extrêmement compliqués à gérer avec votre calendrier, des plannings pas possibles à gérer, avec des enjeux sanitaires, des crises humaines à gérer. Vous êtes tout sauf aidés, mais ce type d'approche doit être prise prise très, très au sérieux. Vous le faites, mais elle doit être vraiment prise au sérieux parce qu'elle va vous permettre d'élaguer beaucoup de temps, de ventiler du temps et de gagner en efficacité. Et surtout d'éviter certaines crises majeures qui vont se rajouter. C'est une question d'organisation et de prise en considération des enjeux. Et à partir de là, il y a une synchronisation, il y a une intégration. Et là, on gagne beaucoup plus de temps et ce n'est pas quelque chose de relatif. Mais au départ, il y a vraiment un focus sur l'adhésion et l'implication des parties prenantes, de l'ensemble des parties prenantes qui peuvent avoir accès à des systèmes d'information, à des données ou à des équipements qui peuvent être connectés au réseau et donc à l'écosystème. Donc, la cybersécurité, donc des données santé, donc quelques chiffres. Donc, depuis le début de la crise sanitaire, les cybermenaces ont explosé de 400%. Donc, 90% de toutes les brèches de cybersécurité sont causées par une erreur humaine. 90%, c'est à cause d'une erreur humaine. En gros, c'est je clique sur un lien. Et il ne fallait pas. Mince. On fait une erreur une fois dans notre vie. La plupart du temps, en fait, 90% du temps de ceux qui ont, des 90% de ceux qui ont cliqué, la plupart du temps, ils n'ont jamais cliqué. Ils ont vu ça, ils se disent, ah non, je n'ai pas cliqué. Mais un jour, ils ont craqué, ils ont cliqué. Ils se sont fait avoir par un spam qui était bien fait, par une simulation, par quelqu'un qui de notre réseau qui vous contacte par mail, de votre ami, Abdelaziz qui vous envoie un mail, mais vous avez pas, je ne connais pas trop son style de phrasé, mais bon, c'est Abdelaziz, donc je vais cliquer sur le lien, c'est pas grave. Ça commence par bit quelque chose, mais bon, c'est Abdelaziz, c'est bon, je clique et boum. Donc ça, c'est vraiment important parce que j'ai un ami qui travaille dans l'aéronautique, qui est responsable de direction dans un grand groupe. Donc, enjeu sensible, sécurité. 3 à 4 fois, j'ai reçu des mails, même des WhatsApp de sa part qui étaient en fait des hameçons. Bon, ça se voit, mais dans un moment où on est dans l'urgence, si on croit qu'il nous envoyait un lien, il nous a envoyé des liens avant sur lesquels on a cliqué et c'est passé, d'un coup, on ne regarde pas, on ne voit pas le début du truc, on clique, boum, hop, c'est une attaque. Donc après, les conséquences peuvent être très, très graves. 94% des cyberattaques se déclenchent à partir d'un email. C'est quand même phénoménal. Donc là-dessus, on se dit que ça, c'est facile, on peut réagir dessus. Non, ce n'est pas facile. En fait, l'approche, elle n'est pas technologique. Elle est technologique, certes, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment l'adhésion
en termes de réceptivité et d'implication de ceux qu'on sensibilise, des parties prenantes, des humains que nous sommes. Je vous donne un autre exemple. J'étais à un événement de la chaire défense Thales, et il y avait un responsable des Nations Unies qui était là et qui nous racontait qu'il était à New York. Il venait de faire une formation, un colloque, une formation d'une semaine, quelques jours sur la cybersécurité. Donc pendant 2 semaines, c'était nickel. Et il nous a dit, 2 semaines après, j'étais obligé de faire le tour des postes et de fermer, d'éteindre les ordinateurs moi-même. 2 semaines après, les Nations Unies. Les gars, pourtant, ils ont été formés, c'est des high profile, ils n'avaient pas de soucis, tout ce qu'on veut, mais ils n'éteignaient pas leur ordi. Donc, les ordis ne sont pas éteints, donc les mises à jour ne se font pas spécialement, ils ne sont surtout pas éteints, donc ils sont ouverts vers les réseaux, et donc sont faillibles et donc attaquables. D'ici la fin 2021, le coût de la cybercriminalité, en 2021, il était estimé à 6 000 milliards de dollars. Vous imaginez ? Un autre exemple, on a eu un responsable de l'ANSSI, qu'on ne va pas nommer, qui nous disait que c'était un des métiers d'avenir d'être pirate. Pour un équipement de quelques centaines de dollars, voire quelques milliers au maximum, on peut se retrouver avec des revenus entre 100 à 200 000 dollars par an, et avec peu de risques de se faire attraper. C'était il y a quelques années, ça. Maintenant, il y a quand même eu des success stories au niveau de la cybervigilance, mais c'est un travail vraiment de longue haleine et de coopération et d'écosystème. C'est très, très compliqué. Donc, 20% des responsables ont déclaré avoir été confrontés à une violation de la sécurité due à un travailleur distant. Ça, encore une fois, c'est des chiffres où les gens déclarent qu'ils ont été attaqués. Il y en a beaucoup qui ne le déclarent pas. Dans certains pays, ce n'est pas très tendance de dire qu'on s'est fait attaquer. Aux États-Unis, là-dessus, il y a une transparence. Pour avoir été à un événement en sécurité de Verizon, il disait qu'aux États-Unis, les grandes boîtes qui étaient attaquées, souvent, ils faisaient la une des journaux. Pas toujours, j'imagine, au niveau défense, j'imagine que ça passe sous silence, comme partout, c'est normal, logique, si c'est la sécurité nationale. Mais souvent, les grandes boîtes qui se font attaquer, ça fait la une des journaux. Donc, préjudice au niveau de la bourse, etc. En Europe, c'est beaucoup moins le cas. Beaucoup, beaucoup moins le cas. Il y a moins de transparence là-dessus. Ça s'améliore parce qu'on s'aperçoit que la transparence amène la vigilance. Pas tout de suite, mais elle amène la vigilance. 97% des entreprises ont été touchées par une faille de cybersécurité dans leur chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est juste monstrueux. C'est juste pour ne pas dire tout le monde. C'est monstrueux. Donc, chaîne d'approvisionnement, c'est l'économie. C'est ralentissement. Ça peut être des crises sociales, socio-économiques. C'est monstrueux. Donc, des équipements médicaux qui ne viennent pas à temps, des médicaments qui ne viennent pas à temps. C'est des solutions infra, des réseaux télécoms qui ne viennent pas à temps, etc., qui sont ralentis. Et on se retrouve avec des crises majeures. Déjà, entre les déserts médicaux et les déserts numériques, on ne s'en sortira jamais si on continue sur ce chemin-là. 2 entreprises sur 3 ont subi au moins une tentative de fraude cette année. Et 1 sur 5 a subi plus de 5 attaques. Encore une fois, ce sont celles qui ont été déclarées et qui ont été évaluées. Donc, les chiffres réels sont certainement plus importants. Mais l'impact est énorme. Là-dessus aussi, on va nous dire souvent que les consignes, c'est de ne jamais payer les rançons. Dans les faits, beaucoup payent les rançons. Pourquoi ? Parce que pendant qu'on ne paye pas, les données de l'hôpital, l'EHPAD va être bloqué. Et autant payer quelques milliers d'euros, de dollars, plutôt que de ne pas travailler pendant 2-3 jours, une semaine, ou de perdre toutes les données et de me retrouver avec une perte financière beaucoup plus importante et un système qui peut être complètement bloqué pendant des mois et des mois. Je donne un exemple pour une mairie, et je pense que les systèmes hospitaliers, hélas, ou que ce soit des EHPAD ou des hôpitaux, ne sont pas forcément mieux lotis, en tout cas pour un certain nombre. Hein. Bien sûr, il y a des hôpitaux et des EHPAD qui sont modèles là-dessus, et en règle générale. Moi, la mairie où je vis, à Bondy, il y a eu une cyberattaque. On était au papier pendant 1 an. 1 an, il n'y avait plus rien. Tout ce qui était cantine, tout ça, plus rien. Tout était au papier. Toutes les données ont été pendant plus d'1 an. C'est quand même phénoménal. Donc, 33% des entreprises victimes de fraude ont subi un préjudice supérieur à 10 000 euros. Pour 14% d'entre elles, ce préjudice était supérieur à 100 000 euros. Encore une fois, c'est ce qu'ils déclarent. C'est ce qu'elles déclarent. Vous imaginez bien que là-dessus, on n'est pas trop fiers de dire ce qu'on a perdu. Effet Covid-19, donc près d'une entreprise sur 2 a remarqué une recrudescence des attaques suite à la généralisation du télétravail. Vous imaginez bien là-dessus, on télétravaille, on se permet certaines choses qu'on ne fait pas au travail, et on peut avoir des objets connectés à la maison, on peut avoir une télé connectée, etc. Même sans ça,
On travaille via un de nos ordi qui n'est pas l'ordi du travail, qui peut ne pas être sécurisé. Même souvent, les ordis du boulot ne sont pas sécurisés. C'est des ponts-levis, entre guillemets, c'est des chevaux de Troie pour des hackers potentiels. Donc, les meilleures techniques de sécurité, donc cryptage des données, antivirus, pare-feu, signature numérique et authentification à 2 facteurs. Là-dessus aussi, faire attention. J'ai un ami qui est parmi l'assistance, qui nous avait un ami qu'on a avec Abdelaziz, qui se reconnaîtra, qui nous racontait que dans un établissement hospitalier, une personne qui voulait récupérer un système informatique pour récupérer des mots, un logging, pour récupérer le mot de passe d'un rival amoureux, s'est retrouvé à télécharger un système qui en fait était un cheval de Troie qui a bloqué l'ensemble de l'établissement hospitalier pendant des jours. Donc, vous imaginez les conséquences monstrueuses que ça peut induire. La sécurité des données, la transformation numérique sur laquelle nous sommes positionnés, qui a un impact énorme en termes d'usage, qui doit s'accompagner d'un énorme impact, d'une révolution en termes d'usage. Il y a des freins au changement, il y a bien sûr l'atterrissage qui est un peu violent, et la transformation en termes d'impact positif durable sur lesquels nous travaillons tous et sur lesquels on est face à un énorme challenge. Il faut avoir vraiment une approche très, très humble là-dessus. Donc, le nombre d'attaques par ransomware traitées par l'ANSSI entre 2019 et 2020 a été multiplié par 4. On l'a vu, c'est 400%. On retrouve les 400%. Donc, la première menace pour les entreprises et les collectivités en 2020, c'est la première menace selon la cybermalveillance, donc sur le site de cybermalveillance, qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, sur lequel il faut aller assez régulièrement pour avoir les bonnes pratiques et avoir les données en temps réel. Donc là-dessus, on a quelques-uns de ces chiffres, de ces tendances-là, et on voit que le secteur de la santé est particulièrement touché. Parce que facile à attaquer. Que ce soit les établissements hospitaliers, soit les objets connectés, les appareils classiques, les équipements médicaux classiques, tout ce qui est capteur, tout ce qui est électrocardiogramme, même les pacemakers, comme le disait Abdelaziz très justement, qui sont attaqués depuis un moment déjà. Donc, le médico-social n'est pas épargné. Donc, la répartition des signalements qu'on peut retrouver ici, on peut le voir entre 2019 et 2020, la part ne fait qu'augmenter. Et là-dessus, encore une fois, ce qu'on remarque, c'est que 81% des incidents de sécurité sont déclarés par les établissements de santé. Donc, les établissements de santé le font de plus en plus facilement. C'est très intéressant parce que c'est la première réponse sécuritaire en termes de cyberfaille. C'est la première étape, c'est reconnaître qu'on a un problème. Et reconnaître qu'on a un problème et en ayant une approche vraiment humble et d'écoute, on peut avoir une approche sur la durée, mais en même temps avoir une approche qui peut être efficace commencer à être efficace à court terme. Mais ça passe vraiment par la transmission, par l'information et la formation. Donc, il faut penser en écosystème et avoir une approche transversale. Donc, pour cela, je vous renvoie aux 5 grandes orientations qui sont ressorties après les différentes grandes études et les différentes surtout consultations qu'il y a pu y avoir au niveau de l'écosystème de l'e-santé en France. Donc, la première orientation, c'est renforcer la gouvernance du numérique en santé. Encore faut-il savoir ce qu'on comprend, nous, du terme de gouvernance. Donc, la gouvernance de la donnée, la gouvernance éthique de la donnée, la sécurisation de la donnée, avoir vraiment un cap et s'y tenir et ne pas avoir des services où, je ne sais pas, vous avez une OG avec 15 établissements et vous avez des établissements qui sont sur un type de gouvernance, un type d'approche et d'autres qui sont sur une autre approche. Et à la finale, on n'est pas synchronisé. On peut avoir des approches différentes et complémentaires, encore une fois, mais il faut que les informations soient remontées au niveau de la coordination pour voir si ça ne met pas en danger l'ensemble de l'écosystème. La deuxième intention, c'est intensifier la sécurité et l'interopérabilité du numérique en santé. C'est une dimension qui est extrêmement importante et vous remarquez que la sécurité et l'interopérabilité sont au même endroit. L'interopérabilité, c'est génial, c'est magnifique, c'est un sésame, c'est nécessaire pour connecter les systèmes, les écosystèmes, le parcours de soins, lorsque madame quitte l'hôpital pour aller à l'EHPAD ou chez elle,
on a le parcours qui est suivi, on a les informations en quasi temps réel, tout le monde est informé, synchronisé. C'est super important, ça va avoir un impact énorme en termes sanitaires, de mieux-être, tant pour les patients, les familles des patients, que pour les aidants, les professionnels de santé et les responsables des établissements. Mais c'est un pont-levis pour les pirates informatiques, lorsque ce n'est pas sécurisé. Et là-dessus, c'est un véritable enjeu. C'est un véritable enjeu et un challenge qui est tout sauf gagné. Il demande énormément d'investissement en termes de formation, d'écoute et d'implication. Donc, la troisième orientation, c'est accélérer le déploiement des services numériques socles. Ça aussi, encore une fois, c'est un terme qui est extrêmement important, qui a été souvent utilisé par Laura Leterno et Dominique Pont. La partie socle, des formations socles, et donc des services numériques socles, donc des piliers, et des piliers qui doivent être transversaux et interopérables et sécurisés en même temps. Donc, tous ces termes-là, au-delà des hashtags, ce sont des valeurs fondamentales qui doivent être vraiment inscrites dans nos esprits pour pouvoir vraiment avoir une approche écosystémique et efficiente au niveau de ces enjeux de cybersécurité au niveau des établissements. La quatrième orientation, c'est déployer au niveau national des plateformes numériques de santé. Là-dessus, donc, il faut une coordination et une synchronisation. En fait, il faut déjà que les termes, les orientations précédentes soient déjà maîtrisées et totalement intégrées. Pourquoi? Parce que si les différentes plateformes du numérique de santé répondent au cadre d'interopérabilité sécurisée, donc de l'orientation 2, ou à la coordination et au credo, entre guillemets, socle des services numériques et à la gouvernance, on est vraiment bien parti, on est sur le bon vecteur. Mais si on n'a pas ces prérequis-là, on est mal barré. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cap. On est dans un bateau sans cap, sans capitaine. C'est sympa, on a des vivres, on a un super équipage, mais on ne sait pas où aller et on n'a pas de capitaine. Comment on va faire? Là, on va improviser. Donc là, c'est là c'est important vraiment d'avoir ces approches-là. C'est vraiment très utile de les avoir à l'esprit. La cinquième orientation, c'est soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs. Donc, l'émulation. L'émulation se base sur un écosystème qui est sécurisé, qui est interopérable, dans lequel on a une transparence et une gouvernance qui est claire et qui permet l'émulation. Si ce n'est pas sécurisé, on va avoir tout et n'importe quoi. On va avoir des innovations super sympas avec plein de digital à outrance, mais pas sécurisé ou pas d'approche UX, pas d'approche usage. Encore une fois, l'UX, pas l'hashtag UX, c'est de la techno, c'est bienvenu à Gataka, entre guillemets. Non, l'UX orienté usage, orienté patient. L'UX de ceux qui sont sur le terrain en première ligne, de l'infirmière, de l'infirmier, de l'aidant, de l'aide-soignant, etc. C'est de cette UX-là qu'on parle, de l'usage, de l'expérience patient, l'expérience famille, l'expérience utilisateur. Ils sont partie prenante du système de sécurité. Ce n'est pas uniquement les solutions qui sont portées par les industriels qui vont soutenir et vont sécuriser nos écosystèmes, c'est l'ensemble de notre communauté qui le fera. C'est eux qui vont nous permettre d'avoir un algorithme qui sera humain, qui va travailler en symbiose avec les leviers technologiques que nous aurons et numériques, et qui sera en perpétuelle amélioration et en veille. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'attaque, il y aura des attaques, mais on aura un système immunitaire qui sera prêt. La gestion des risques de sécurité des systèmes d'information de santé, l'importance d'une approche normative et structurante. Là aussi, au niveau de l'approche de sécurisation, de sécurité et de sécurisation, on a une dimension qui est très importante, c'est les normes. Non pas des normes pour faire beau avec des hashtags et des labels, mais des normes qui sont vraiment, 1, formatrices, 2, structurantes, et 3, très efficientes en termes de process. L'ISO 27, c'est extrêmement important d'avoir des spécialistes qui soient formés, normés et qui maîtrisent les outils, les process de l'ISO 27 et qui se projettent sur les normes IEC notamment. Là-dessus, vous allez avoir une approche, une spécialisation qui va être plus spécifique sur les installations industrielles, ça c'est plus pour les industriels de l'e-santé, mais notamment sur la sécurité fonctionnelle, c'est assez intéressant. Notamment en particulier pour les OG et pour les grandes organisations qui regroupent un certain nombre de professionnels, des responsables, des décideurs au niveau des établissements, des EHPAD et autres. Par exemple, la SFTAG, très important là-dessus pour la SFTAG,
de pouvoir justement promouvoir cette culture de la norme, mais pas la norme pour la norme, mais la norme pour l'impact opérationnel sur le terrain. Et encore une fois, la culture de la norme, c'est une culture qui permet l'amélioration continue, avoir une veille continue, parce que la menace ne s'arrête pas. L'histoire du petit chaperon rouge et sa morale, hein, c'est exactement ça. On se retrouve à avoir Mère Grand avoir le loup qui est déguisé en Mère Grand. Mais comment le petit chaperon rouge s'est fait avoir? Le loup, ça se voit à des kilomètres que c'est un loup qui va nous manger. On se fait quand même avoir. Il suffit qu'on soit un peu fatigué, qu'on soit dans une certaine configuration, qu'on manque de lucidité, qu'on est épuisé, ou qu'il fait nuit, qu'il fasse nuit, ou que le loup soit particulièrement agile et doué, et on se fait avoir. Et là, on regarde un cas concret en termes d'études de cas d'usage. Donc, on a en termes de coût total, pour une petite attaque, pour une petite faille, pour une petite erreur qui a été faite, vous regardez bien, hein, donc $900 d'investissement sur la construction de l'infrastructure en termes d'attaque, $120 pour le VPN pour l'anonymat, 20 accès piratés des entreprises, donc $60 000. Et là, vous commencez à voir le coût total, 151 020 $. Et le gain total brut entre 1,4 et 4,3 millions de dollars selon les approches. Vous voyez que c'est un écosystème, un ROI, un business model qui est extrêmement rentable pour les pirates informatiques et extrêmement contraignant pour les établissements, pour les EHPAD et pour les structures qui ne prennent pas suffisamment au sérieux cette menace qui est permanente et qui doit demander vraiment une approche très agressive des enjeux de la question, tout en ayant une approche sereine, ce qui n'est pas évident à concilier, c'est clair et net. Mais c'est une approche qui est nécessaire pour pouvoir vraiment sensibiliser les parties prenantes. Et encore une fois, ce n'est pas une élite ou un petit groupe de l'organisation qui doit être sensibilisé, mais l'ensemble de l'écosystème. Il peut y avoir une partie de l'écosystème qui, au départ, va être de l'EHPAD, qui va être sollicité, qui va être sensibilisé, mais après, il faut avoir une démocratisation, une sensibilisation des différentes parties prenantes pour avoir vraiment une approche écosystémique et avoir des indicateurs, des capteurs, entre guillemets, de vigilance qui nous permettent d'avoir des systèmes d'alerte sur les niveaux de personnel ou de parties prenantes qui ne sont pas forcément au fait, bien sûr, de cette veille-là, qui sont un peu informés, mais qui peuvent être source de failles. Et dans ce cas-là, d'avoir une capacité de circonscrire la menace d'un point de vue numérique et de pouvoir nous adapter assez rapidement. C'est vraiment avoir une approche assez agile de cette menace-là. Ce ne sont pas des personnes des écosystèmes qui nous attaquent de manière frontale. Ils attaquent de manière très agressive dans la nuit de notre vigilance, entre guillemets, et dans des angles morts. Et souvent, il peut y avoir des attaques où on n'est pas au courant, alors que l'attaque elle a été réalisée depuis des mois, voire des années. Et personne n'est à l'abri de l'EHPAD à la grande boîte américaine multimilliardaire en termes de chiffre d'affaires. Tout le monde s'est fait attaquer. Tout le monde s'est fait avoir à un moment ou à un autre. Tout le monde ne communique pas là-dessus, mais beaucoup se sont fait avoir. Et c'est pour ça que l'élément clé, c'est l'humilité, la vigilance et la capacité d'apprendre et de s'impliquer sur les enjeux qu'implique donc la sécurité dans les établissements, dans les EHPAD et dans les autres établissements médico-sociaux. Donc, vous regardez bien, hein, donc le ROI, encore une fois, c'est vraiment très… Pourquoi il y a les attaques cyber? Pourquoi les hôpitaux sont attaqués? Ou les EHPAD, parce que c'est facile pour les cyber. En termes de le rapport risque-bénéfice, vous le voyez devant vous, c'est juste monstrueux. Et on est dans ce type de monde, donc on doit s'adapter. Donc, recommandation pour une approche globale, itérative et spécifique. Donc là-dessus, la notion de défense en profondeur, elle est très importante. Donc, elle est transversale, mais elle doit être en profondeur. Donc, on doit avoir une politique où on a le côté, encore une fois, je me répète, parce que là, ce slide-là fait écho à un de nos slides précédents. On doit agir sur la partie technique, certes, technique sur les données, sur le réseau, sur les applications. OK, pas de souci, il faut agir. Sur les équipements médicaux également, bien entendu. Mais également sur la partie physique et encore plus sur les standards, les procédures et la sensibilisation. C'est le nerf de la guerre, c'est le premier point. Sans celui-ci, il n'y a rien qui se passe.
il est crucial, il est nodal, il est vraiment extrêmement important. Donc, gouverner, soutenir, protéger, défendre, exploiter, maintenir et concevoir et développer. Tout ça, c'est du blabla si on ne met pas des actions concrètes, une réelle détermination écosystémique d'équipe sereine, ce qui n'est pas évident, mais sereine, pour avancer, progresser. Avoir le droit à l'erreur, se challenger et faire en sorte que chaque jour, l'écosystème est meilleur. Et au fur et à mesure, on arrivera à avoir un système immunitaire en termes de sûreté numérique qui soit réellement efficient et qui nous permette de rebondir en cas d'attaque de manière efficace et de pouvoir réagir sans être dépourvu, perdu au milieu du désert. Donc, les recommandations sont les plus importantes et les plus efficaces sont simples et on les connaît tous, mais on doit les assimiler et réellement les appliquer avec force, tant dans le lieu de travail, sur le lieu de travail, dans les bureaux, que lorsqu'on fait du télétravail. Lorsque telle personne, lorsque Hichem, qui travaille par exemple dans un EHPAD, il est super vigilant dans l'EHPAD, mais lorsqu'il est à la maison qui travaille en télétravail, non, il prend l'ordinateur de madame ou il prend l'ordinateur des enfants et il se retrouve à se connecter et boum, badaboum, une faille. Donc, c'est des éléments qui mettent tout en danger. Donc, si on dispose, voilà, je lis devant vous, vous voyez, hein, donc, si on dispose d'équipements professionnels, il faut séparer les usages. Donc là, c'est le côté circonscription de la menace potentielle. C'est aussi le côté connaître ces équipements, connaître leur environnement, ne pas faire n'importe quoi. Donc, appliquer strictement les consignes de sécurité de l'EHPAD, de l'organisme gestionnaire. Ne faites pas au télétravail ce qu'on ne ferait pas au bureau. C'est logique, mais c'est tellement difficile dans la vraie vie. Appliquez les mises à jour de sécurité sur tous vos équipements connectés. C'est fastidieux, mais c'est vital. Vérifiez que vous utilisez bien l'antivirus et scannez vos équipements. Donc ça aussi, c'est important. Et encore une fois, il ne faut pas avoir 150 antivirus, il en faut un. Sinon, s'il y a plusieurs antivirus, il y aura des angles morts. La plupart des sociétés ont plusieurs systèmes et des institutions, des organismes, quand on les EHPAD, on a plusieurs systèmes de sécurité informatique. La plupart des fonctionnalités ne sont absolument pas utilisées. Donc, il y a pas mal d'angles morts et on se retrouve avec des problèmes. Et lorsque je dis qu'appliquer les mises à jour de sécurité est vital, c'est vraiment vital. Une faille de sécurité, un EHPAD qui est bloqué, il peut y avoir un impact au niveau morbidité, au niveau maladie, au niveau dépression, que ce soit des patients, des familles, des aidants ou des professionnels soignants ou de l'administration. D'autres recommandations, donc on doit utiliser des solutions antivirales professionnelles. Donc ça, c'est un peu redondant, mais c'est important de répéter parce qu'on n'est pas assez vigilant là-dessus. On doit avoir des guides, des Sherpas là-dessus pour être efficace. Donc avoir un interlocuteur en interne de l'écosystème au niveau de l'OG, au niveau des établissements, des EHPAD, qui peuvent nous conseiller pour le bon choix en termes de solutions. Et encore une fois, il faut que les solutions soient synchronisées avec l'ensemble de la politique de l'écosystème, au niveau sécurité informatique, au niveau des antivirus. Si on a un organisme gestionnaire que l'EHPAD 1 a tel antivirus, l'EHPAD 2 a tel antivirus, l'EHPAD 3 elle a des antivirus sur ça, mais elle n'a pas sur ça, etc. etc. C'est un bourbier. C'est un bourbier et là, franchement, voilà. On tend le dos et on laisse le dos à découvert pour les flèches des cyberpirates. Donc, journaliser l'activité. Oui. Je crois qu'il vous reste 2 minutes pour conclure. En plus, on a plein de questions sur le site déjà. Je vais bientôt finir, oui, pas de souci. Vous avez coupé votre micro? Ah, excusez-moi. Voilà. Ah, vous m'entendez? C'est bon, on vous entend, monsieur Bourgeois. Excusez-moi. Merci. Voilà, désolé. Donc, on doit journaliser l'activité des équipements, très important pour la traçabilité et pour pouvoir remonter donc les schémas des erreurs entre guillemets stratégiques ou des attaques potentielles et pouvoir aussi coordonner la mise à jour de la sécurisation des différents équipements. Superviser l'activité des accès externes et des systèmes sensibles. Là encore, c'est vraiment une approche très, entre guillemets, martiale au niveau du numérique pour pouvoir avoir une approche
vraiment écosystémique là-dessus. C'est pour ça qu'il va y avoir vraiment un service dédié et des personnes qui soient vraiment dédiées à ça pour pouvoir coordonner avec l'ensemble de l'écosystème. Sensibiliser et apporter un soutien réactif à vos collaborateurs en télétravail. Il faut être dans la sensibilisation, dans la responsabilisation et dans la formation et dans l'écoute permanente. Et se préparer à affronter une cyberattaque en construisant et en renforçant son système immunitaire. Donc, les dirigeants, s'impliquer et montrer l'exemple. Là, c'est les leaders qu'il y a dans les établissements hospitaliers, dans les EHPAD, qui doivent montrer l'exemple et apporter donc, cette approche-là. Donc maintenant, avec tous ces éléments-là, vous pouvez dormir tranquille ou pas, hein, parce que 6 000 nouveaux virus sont créés chaque mois. Plus de 77% des organisations n'ont pas de plan de gestion des cyberaccidents, malgré tout le blabla qu'il y a autour dans nos réseaux. Et une cyberattaque a lieu toutes les 39 secondes dans le monde. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bourak. Alors, j'ai noté toutes les questions. Merci beaucoup de votre participation au chat. Je vais juste rendre la parole à notre président pour son retour. Et après, je vais poser les différentes questions que vous avez échangées dans le chat, notamment, qui sont fort intéressantes. Monsieur le Président. Merci, Damien. En tout cas, Hichem, voilà, moi, je te le dis, j'ai lu les questions sur les chats. C'est le premier webinaire où on a autant de questions, hein, je crois, Damien. Mais je vais faire très court. D'habitude, j'ai ma petite question, mais je la poserai plus tard. Je voudrais rendre hommage à Catherine Olivet, qui est parmi nous, qui est l'une des fondatrices de la SFTAG, responsable de l'espace éthique de la PHP, présidente de France Alzheimer Seine-Saint-Denis, et qui me fait l'amitié d'être là. Et Damien, tu prendras contact avec Catherine, un grand ami, elle nous fera un webinaire sur l'éthique et la gérontologie. Je pense que ça va le détour. Donc, je cède ma question à Catherine et ravi que tu sois là et je te la laisse la poser. Merci beaucoup, Abdelaziz, et heureuse de vous retrouver parce que je reçois les informations sur vos webinaires et qu'en l'occurrence, celui de ce soir m'intéressait tout particulièrement. Ma question, elle va être d'abord remercier l'intervenant qui était synthétique, clair, compréhensible, à part quelques acronymes non traduits qui m'ont fait souffrir. Ça s'appelle le jargon, qui est anti-éthique au dernier degré. Et puis, juste, voilà, vous avez abordé le sujet de la sécurité globale des établissements sanitaires, médico-sociaux, etc. Je voudrais aborder le sujet qui me préoccupe beaucoup, qui sont les droits individuels des patients à la sécurité des données. Dans la politique actuelle, hein, qui est qu'on appelle le parcours de soins, le partage de données, ville, hôpital, dispositifs de coordination, DAC, CPTS, j'en passe et des meilleurs. Volontairement, je n'ai pas traduit mes acronymes, juste pour me venger. Voilà, je suis extrêmement préoccupée par l'absence malheureusement majeure de la sécurité des données, des transmissions de dossiers patients entre services à l'intérieur même de l'hôpital, mais sur ce fameux Mon Espace Santé, qui est dérisoire en termes de sécurité. Et les drames que ça peut provoquer, les transmissions, alors vous l'avez abordé, monsieur, les transmissions sur le dossier, sur l'ordinateur personnel de la gestionnaire de cas complexes qui est en télétravail et qui se retrouve avec des informations sur l'ordi de son mari ou de sa femme, j'en passe et des meilleurs, mais des conséquences individuelles qui peuvent être dramatiques. Alors, j'ai eu le cas d'un laboratoire qui s'est fait hacker, non pas pour le paralyser contre déblocage avec rançon, mais tout simplement pour lui piquer la liste de tous les patients qui avaient reçu un diagnostic de VIH. Et donc, chantage, alors avec l'adresse mail, etc., et chantage à ces patients pour qu'ils versent une rançon individuelle, hein,
sous la menace de faire paraître leur VIH sur les réseaux sociaux. Mais il peut y avoir aussi dans les données de santé de chaque personne, des données qui ne souhaitent pas être partagées parce qu'elles ont un historique. J'ai eu le cas avec un monsieur qui avait la syphilis et il ne souhaitait pas que tout le monde sache qu'il avait eu la syphilis. J'ai eu le cas avec un monsieur qui était un alcoolique sevré depuis 20 ans, mais qui ne voulait pas qu'on sache qu'il était alcoolique. Donc voilà, simplement pour dire que j'ai un vrai sujet d'angoisse, c'est sur les données individuelles, sur ce partage de données non sécurisées partout, y compris chez le médecin traitant, sur le problème du secret médical qui devrait être lié à l'usage d'un certain nombre de transferts de données. Ma dernière question, c'est j'aimerais savoir si la SFTAG aurait dans ses projets d'organiser des formations à la sécurité numérique individuelle. Là-dessus, je vais laisser Abdelaziz répondre. J'ai été très heureuse de retrouver quelques vieux. Merci, Catherine. Par contre, je vais répondre sur vos remarques très, 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 très pertinentes. Et merci pour les acronymes. L'éthique est très, très importante. Mais ce qu'on sait, c'est que Ma Santé 2022, c'est un programme qui était un travail de longue haleine, initié par un certain nombre d'acteurs de l'écosystème, de bonne volonté, de bonnes intelligences et de challenges, de défis. Et ce qui est très intéressant pour aller dans votre sens, c'est que dans les groupes de travail, il y a plusieurs groupes de travail autour de l'éthique. Plusieurs. Au niveau du CNDS, pour ce niveau de la santé, l'éthique est au cœur des valeurs transversales qui sont portées dans le projet, dans l'horizon qui est visé par Ma Santé 2022, qui était porté par Dominique Pont et Laura Le Tourneau notamment. On n'y est pas encore arrivé, hein, c'est clair. Ma Santé 2022. Pas du tout. Non, oui, je sais. Mais par contre, il y a des choses qui sont en train d'être faites et qui sont très intéressantes. Mais encore une fois, on doit rester très, 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 très vigilant parce qu'on n'est pas encore en phase avec les enjeux et les risques. C'est clair. Mais il y a des infrastructures qui ont été mises en place, d'énormes efforts et une très, très belle impulsion et une belle énergie pour l'écosystème du pays et l'écosystème même européen. Il y a des dimensions assez intéressantes là-dessus. L'éthique est cruciale. Abdelaziz sait que pour nous, c'est très important. On a travaillé sur des projets blockchain et ZKP sur des solutions justement. Donc, la ZKP, c'est le Zero Knowledge Proof, donc la preuve nulle de connaissance. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de donner son identité pour passer un contrôle d'accès ou pour avoir accès à certains services. C'est un profil. On a les données qui sont pertinentes, qui sont transmises, qui permettent d'avoir accès aux services, mais l'identité de la personne, où est-ce qu'il vit, etc., ne sont pas communiquées. Il y a ce type de positionnement qui est de plus en plus au cœur des groupes de travail, puisqu'il y a eu des scandales, on les a vus, hein, on a vu les scandales, hein, qui étaient entre nous prévisibles sur certains scandales. Hein, c'est pas faute d'avoir, pour certains d'entre nous, d'avoir relevé certaines informations, mais d'autres, on les a pas vu venir, hein, parce qu'on fait tous des erreurs. Mais le cap éthique, il a été donné. Le cap de l'inclusion a été donné. OK. C'est très sympa, ça reste des hashtags tant que ce n'est pas sur le terrain. Donc, l'inclusion et l'éthique sont très, très liées, hein, parce que l'éthique, c'est l'humain. Donc, donner de l'humain à la donnée, donc respecter les données des autres personnes, ne pas les vendre à toutes les compagnies d'assurance du monde entier sans prévenir les personnes, ou sans leur donner la possibilité de refuser, tout simplement. D'avoir une approche de co-construction également, d'avoir vraiment une approche usage, et pas une approche où on profite uniquement des données. Mais c'est un véritable challenge sociétal, et pour que la donnée soit citoyenne, c'est un challenge de tout notre écosystème pour pouvoir justement montrer que c'est en ayant cette approche-là qu'on aura un écosystème sécurisé et safe. Parce que comment faire adhérer si on ne protège pas les données, les intérêts et les trésors cachés ou les secrets cachés
des autres personnes, les secrets qu'ils ne veulent pas communiquer, comme une personne qui a le HIV ou le VIH, ou une personne qui a la syphilis, ou quelqu'un qui était alcoolique pendant un certain temps, qui a arrêté, ou des gens qui ont des soucis psychologiques et autres. Oui, mais même des choses beaucoup plus classiques. Hein. Un cancer, dans certains métiers ou dans certains niveaux de responsabilité professionnelle de dirigeants, et ben, si on sait que tu as un cancer, tu es cuit. Oui, même enceinte, une femme qui est enceinte. C'est très vaste comme sujet. Oui, mais c'est extrêmement important parce que là, vous voyez, vous touchez un des éléments de la cybersécurité. L'éthique est cruciale. Si on n'a pas de gouvernance éthique au niveau de la cybersécurité, il y aura des angles morts. Et les angles morts vont venir de là d'où vient la menace. La menace vient des failles humaines. Les failles humaines viennent parce que l'éthique n'est pas respectée. Les personnes ne se sentent pas trop concernées, pas protégées. Il n'y a pas de culture d'entreprise ou culture de corps. Il n'y a pas d'esprit de corps. C'est une des X, Y, Z raisons qui peuvent amener à avoir des failles. Déjà qu'on n'est pas toujours vigilant parce qu'on est humain, mais c'est important de l'évoquer. Donc, merci. L'éthique est très importante. Hichem, c'est tellement pas… pardon, vas-y, Damien. Je vais reprendre la main, justement. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Oui, ça me fait une belle transition pour, comment dirais-je, pour le postulat qu'a posé M. Morel sur le chat, c'est que justement, en fait, avec tout le système, je dirais, de cyberattaque, là, il pose le postulat et qui est très vrai, c'est en fait, il faut partir du principe qu'on va se faire attaquer avec tous les logiciels d'attaque. La question, c'est juste quand. C'est juste ça, parce que justement, on sait qu'on va être de plus en plus attaqué. Voilà. Le coup de la machine à café, mais un truc tout simple que vous avez dit, en fait, la faille peut venir de là. Donc, j'ai pensé à aller voir si ma machine à café à la résidence a été mise à jour. Mais ça peut paraître bête. Après, opposé total, on parle des données de sécurité. Après, je pense justement au réseau sur lequel on utilise un petit peu, où justement les personnes parfois banalisent un petit peu leur vie. Je pense notamment des réseaux sociaux qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, privés et personnels, où justement c'est un peu l'opposé. D'un côté, on doit absolument respecter la sécurité, et de l'autre, on a des personnes qui n'hésitent pas à le montrer. Ensuite, on a, comment dirais-je, vous avez déjà un peu répondu à la question de Dr Advis, et on introduit de plus en plus dans le monde du travail des IT et de plus en plus d'applications décentralisées. C'est un risque pour les données perso et le respect de la RGPD. Bien sûr, surtout que la RGPD vient d'être lancée par rapport à ça. Surtout, je fais un petit peu une synthèse, que vous avez déjà répondu à plusieurs questions du chat, et il y a aussi des réponses qui ont été mises en ligne également, notamment sur les flux ou autres. C'est une question de Fatima. C'est redéfinir ce qui est comptabilisé dans la Faima. De la cybercriminalité. Excusez-moi pour la prononciation. Oui, c'est Faima. Merci. Pardon. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Pardon. Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, vous avez montré la slide avec les 6 000 milliards du coût de la cybercriminalité, et je trouve que c'est vraiment phénoménal vu la dette publique, et du coup je voudrais savoir ce que ça englobe. C'est pas pour la, c'est niveau monde, hein, c'est niveau monde, c'est une estimation. Oui, c'est ce que je me suis dit, mais ouais, ça fait quand même. Et du coup, qu'est-ce qui englobe? C'est le coût d'investissement, c'est les préjudices, c'est les préjudices, c'est l'ensemble. Oui, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. C'est vraiment toutes les conséquences et l'impact annexe, toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de une société qui est boursière, qui est cotée en bourse, l'impact que ça peut avoir, une attaque cyber qui bloque les serveurs, qui bloque le système, ou un gros scandale de fuite de données, etc. Et on voit que l'action, elle chute, boum. Il y a des centaines de millions qui peuvent être perdus, ou même pour certains des milliards. Il peut y avoir c'est vraiment l'ensemble de l'impact. Encore une fois, ces données-là ont été données, une estimation, donc c'était pour d'ici fin 2021, donc c'était une étude qui a été faite courant 2021, donc c'était une estimation sur le vecteur qui était, sur la trajectoire qui était enclenchée à ce moment-là. Donc c'est une estimation, mais on n'est pas loin. Parce que voilà, on n'est pas loin, et voilà. Donc l'impact, il est vraiment monstrueux.
on le mésestime beaucoup trop. Et pour aller plus loin, pour compléter ce que disait tout à l'heure Damien, qui est très très important, c'est pas quand est-ce qu'on va être, c'est pas est-ce qu'on va être attaqué, c'est quand, mais c'est en fait c'est on a tous été attaqués. Est-ce qu'on le sait? Et à quel niveau on est attaqué? Encore, c'est ça aussi. C'est une question de référentiel, encore une fois. C'est vraiment une question de référentiel. On va croire qu'on n'est pas attaqué parce qu'on va à certains niveaux, mais si on creuse un peu, oups, on est attaqué. Et on n'a juste pas vu, en fait. On est ralenti depuis des années sur des trucs, qu'il y a des gens qui utilisent nos machines depuis des années et que ça a un impact. Qu'il y a des personnes qui utilisent nos réseaux pour certains business parallèles, marchés parallèles. Et on n'en a absolument pas conscience. Nous, à titre individuel, non pas en tant qu'EHPAD ou entreprise, on est attaqué pour que les gens utilisent nos machines pour l'énergie, etc. Mais les établissements, ils ont beaucoup d'énergie. Pareil. Alors, Hichem, on prend encore une ou deux questions, puis on va libérer nos amis qui sont venus nombreux. Hein. Je vous rappelle, 37 personnes. Hein, Damien, il reste encore des questions? Non, c'est bon pour moi. On a justement une… comment dire. Alors, j'ai que l'acronyme, excusez-moi, les YB qui nous dit justement 77% des cyberattaques sont liées à des défaillances humaines et il faut former. Bien sûr, en plus, moi, directeur d'EHPAD, j'ai cette problématique-là, c'est que justement, les soignants sont, je dirais, peu appétents pour l'informatique et ils sont très, 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 très loin de cette question-là quand ils savent même pas retenir leur mot de passe d'accès au pro-logiciel. Donc, l'impact, je dirais, de la conséquence de la cyberattaque, en fait, pour eux, il est extrêmement… je dirais, j'ai beaucoup de professionnels, même les jeunes, sont très peu sensibilisés, je dirais. Alors, j'ai d'un côté, un peu schématiquement, les âgés qui n'y comprennent rien, ils ne veulent pas comprendre. Donc, eux sont hyper sensibles là-dedans, ils ne comprennent pas. Il faut cliquer là-dessus, ils cliquent là-dessus sans faire attention. Et c'est eux qui se font pirater. Et j'ai les jeunes qui, d'un côté, sont sur des réseaux sociaux en train de déballer toute leur vie privée. Donc, les sensibiliser dans ce contexte-là à tout ce qui est cybersécurité, c'est un peu complexe. Bien, Damien, on annonce le prochain événement. J'ai une petite question à laquelle on ne m'a pas répondu. Monsieur Savary a posé une question. Pardon, monsieur Savary, j'ai peut-être eu un loupé. Allez-y, posez votre question. Si on est menacé par des rançonneurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler la police. Voilà, oui, c'est ça. En plus, c'est vrai, c'est ça. Il faut appeler après, il faut appeler la police, le service. Vous avez, on va vous envoyer les démarches. Il y a un numéro de téléphone, il y a tout ce qu'il faut en France pour ça. Et il faut écouter attentivement les consignes et surtout essayer de se prémunir maintenant. C'est-à-dire que là, si vous n'êtes pas déjà attaqué, justement, il faut se prémunir, il faut circonscrire les menaces. Au niveau des données, histoire de la sauvegarde, on y pense toujours après, mais ce sont des éléments, et la sauvegarde doit être sécurisée également. Donc là-dessus, c'est vraiment très, très important. Effectivement, comme le dit Moustapha, les attaques, les cyberattaques sont très, très souvent pas visibles, c'est le jeu, et souvent des mois et des mois, voire des années, et donc dans des sociétés à très, très haut niveau d'enjeux en termes de numérique et même au niveau défense. Donc, il faut être vraiment assez vigilant et assez humble là-dessus. Donc, ne pas payer, c'est sympa de dire ça, oui, bien sûr, il ne faut pas payer, mais pendant qu'on dit qu'il ne faut pas payer, il faut que j'ai une solution pour récupérer mes données, pour que mon système reparte et pour que je puisse retravailler dans des bonnes conditions et que je n'ai pas des patients qui soient impactés ou que mes équipes pètent les plombs, etc. Donc, il y a des numéros de téléphone, il faut les appeler directement, il faut former son équipe pour ce cas-là, une cellule de crise, vraiment. Et se positionner là-dessus parce que c'est une cellule de crise très importante, c'est comme une intempérie. Il faut gérer ça de manière en urgence, de manière urgente, donc avoir de la sérénité. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'habitude de gérer avec sérénité des situations de crise, le calme, même si vous êtes impacté, si vous êtes des humains, bien entendu, mais vous avez l'habitude de cette management de crise. Vous devez le transposer pour ces cas-là, mais avoir les clés des lectures et d'expression, c'est pour ça que vous posez la question, et donc vous approchez des autorités, avoir aussi avec vos OG quelles sont les consignes, parce que souvent, ils ont déjà travaillé en interne, mais souvent, vous n'avez pas les informations dans les établissements, donc il faut se synchroniser à ce niveau-là pour que justement, vous ayez une approche écosystémique, parce que votre réponse, si vous êtes un EHPAD,
vous allez apporter une nouvelle modification à votre système, vous allez réussir à juguler la crise, mais il se peut que cette réponse-là mette en danger l'approche écosystémique de l'ensemble du système des OG, enfin de l'OG, avec les autres établissements. Donc, il faut vraiment que ça soit synchronisé au niveau de l'écosystème, d'où l'importance de l'interopérabilité. Excusez-moi. Pardon, Hichem, merci beaucoup. D'ailleurs, il y a M. Morel qui a la gentillesse, et je te remercie, Hichem, de nous donner un lien de l'ARS qui nous permet justement de signaler un incident qui relève de ce que tu viens de dire. Alors, Damien, est-ce que tu aurais la gentillesse? Alors d'abord, je voudrais, pendant que tu affiches notre prochain webinaire, que je vous invite à ne pas rater, parce que c'est l'une des 41 personnes les plus influentes en matière de gérontologie et de gériatrie. Je voulais remercier, mais vraiment tout le monde, sans exclusive, au premier chef, parce que c'est vraiment, je dirais, mon coup de cœur avec Catherine Olivier qui est présent et tous les membres de la SFA qui sont présents, mais naturellement le conférencier, M. Bourak, tous mes étudiants qui ont la gentillesse de venir, Yasmine Boumenir, mon ami, enseignant-chercheur, le docteur et professeur Miri de l'hôpital de l'Université de Tunis, spécialiste du cerveau, et M. Boulemia, qui a eu la gentillesse d'accueillir la SFTAC dans ses beaux locaux il y a 15 jours. En tout cas, voilà, la semaine prochaine, je vous invite, le mois prochain, c'est-à-dire le 13 juin, ne ratez pas, puisqu'il s'agit de mon ami Frédéric Serrière, qui est très actif sur LinkedIn, qui nous fera une présentation sur les enjeux de la silver economy. Je m'adresse à mes étudiants qui sont en formation continue à la faculté de médecine de Bobigny, voilà, de bien être là, puisqu'on parle beaucoup de silver economy, mais voilà, pour certains, c'est un petit peu flou, et il nous fera une belle présentation. En tout cas, je remercie au nom de la SFTAG et en mon nom personnel, tous les intervenants. On dit que quand on a plus de 30 participants au webinaire, c'est une réussite. Là, on était proche de 40. Je ne peux pas espérer mieux. Et encore merci aux conférenciers. Merci à M. Abdi qui s'est connecté de l'hôpital de Azawet d'Algérie. Merci à Damien qui a mené de main de maître et animé de main de maître ce webinaire. Je vous dis donc au mois prochain. Et Catherine, je t'appelle parce que je compte sur toi pour nous faire un webinaire sur l'éthique et gérontologie. D'accord? Je t'appelle demain. Bonsoir tout le monde. Merci. Abdelaziz, Damien, Dimitri, on reste ensemble. Merci, au revoir. Hichem, tu m'appelles demain, Hichem. Oui, Bonsoir. Merci à tous. Merci. Bien sûr. À demain. Merci. À demain. Bonne soirée, au revoir. Salut. Merci Moussa d'avoir été là. Merci, bonne soirée. Merci Samari. Merci à tous. Merci. Au revoir Yasmine. Au revoir Yasmine. Merci, professeur.